Mesdames, Messieurs, c'est Débriefing, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité. Nous débriefons toutes les questions qui agitent le débat public. Aujourd'hui, je suis avec Tony Bolamba, c'est un habitué de ce plateau. Tous les 3 ou 4 mois, je suis avec lui. Il est le président du MOCO, le Mouvement pour le Congo, candidat député provincial ici même à Kinshasa, dans la commune d'Ngaliema. Il est candidat gouverneur à l'Équateur, membre fondateur du défunt RMP. RMP, c'est le parti de l'un des fils Mobutu, Manda Mobutu, membre du défunt MPR, Mouvement populaire de la Révolution, que vous connaissez tous. Il est congolais, il le revendique. Malgré qu'il réside en France, il se réclame congolais, il s'en prend à tous les Congolais détenteurs des passeports étrangers. On va faire le point avec lui sur cette campagne contre tous les Congolais qui détiennent des passeports étrangers. C'est son cheval de bataille et pas son cheval de Troie, j'imagine. Oh non, c'est pas un cheval de Troie, vous savez. Je vais juste nuancer, oui. J'ai une résidence en France pour raison professionnelle. Comme aux États-Unis ou en Angleterre, où je détiens des titres de résidence dans ces pays pour raison professionnelle, parce que je reste encore consultant de certaines sociétés sur place. M'ébattre ou dénoncer ceux des Congolais, des anciens Congolais qui ne détiennent plus notre nationalité, parce que l'article 10 de la Constitution ne nous autorise pas à avoir deux nationalités, et l'article 50 n'autorise pas aux étrangers de faire de la politique. Pour moi, ce n'est pas un cheval de Troie, ni d'ailleurs cheval de bataille, parce que moi, ma seule bataille, c'est la justice et le respect des textes. C'est donc l'esprit du respect des textes et l'esprit de la justice que nous devons dénoncer certains méfaits basiques, mais qui sont très préjudiciables pour la République. Où en est votre campagne, justement? On va pas s'y attarder pour ne pas avoir l'impression de s'acharner sur certains individus. Oui. Ouais, on fait juste le point en passant avant de passer à autre chose. Nous continuons de dénoncer. Il y a 2 semaines, les peuples citoyens, donc les membres du MOCO, qui sont communément appelés les peuples citoyens, ont été faire un sit-in sur un dossier avec les vice-ministres congolais de l'étranger. Nous continuerons. Cette semaine, il y aura encore des actions jusqu'à ce que nous obtiendrons gain de cause. Nous attendons aussi que la justice puisse se prononcer parce qu'il y avait une plainte auprès du procureur général de la République qui est en cours. On a entendu dire qu'il y a quelques dizaines, peut-être pas une centaine, quelques dizaines, peut-être une dizaine, une vingtaine de personnalités, détentrices plutôt des passeports étrangers. Pourquoi votre combat se limite au seul vice-ministre des Congolais de l'étranger? Bon, c'est un hasard, si on peut dire. C'est tombé sur lui. Mais nous ferons un exemple. Bon, vous avez une centaine. Bon, nous avons une liste de 119 personnes, que ce soit dans l'opposition ou dans la République, je peux dire. C'est une liste de 119 personnes. Donc, pour monter les marches, on commence toujours par un. Donc, on a commencé par un. Après, on va monter les marches. Pourquoi ne pas avoir déposé une plainte collective avec tous les 119, non? Non, les 119, non. Nous devons avoir des éléments très solides. Nous avons peut-être 70 éléments. Nous attendons à voir les autres. Ça s'est fait. Ça s'est fait petit à petit. C'est à croire que vous avez un problème personnel avec le vice-ministre des Congolais de l'étranger? Oui, c'est un problème personnel pour tout Congolais. En harmonie avec l'article 64 de la Constitution. C'est un problème personnel qui concerne tout Congolais. Même vous. Je ne sais pas si vous avez une autre nationalité ou une autre citoyenneté, mais si vous lisez l'article 64... Même si j'avais un passeport américain ou tout autre, je serais en dernier sur votre liste, parce qu'en tête de liste, il y a monsieur, justement... Peut-être c'est par ordre alphabétique. Quelle réaction avez-vous eue là où vous avez déposé les plaintes? Nous attendons. Nous avons un pays qui est juste. Nous n'avons pas été tracassés par les services de sécurité de notre pays, ni par la police. Dire le contraire, c'est mentir contre la République. Bon, nonobstant que nous recevons certaines intimidations de certains inciviques, bon, nous n'allons pas faire attention ni nous attarder à ça. Nous devons être plus haut pour la République.
Vu ce silence ou cette sorte d'indifférence, ne pensez-vous pas que le problème se situe ailleurs, les priorités pour les Congolais se trouvent ailleurs? Je ne pense pas qu'il y a un silence, parce qu'à chaque fois que nous appelons les peuples pour nous accompagner dans l'action, ils sont là. Combien 10, 20 personnes qui sont derrière vous? Nous limitons d'ailleurs les nombres des gens. Non, vous n'allez pas prétendre que vous êtes si populaire que ça, que vous pouvez drainer, c'est l'action. Que vous pouvez drainer des milliers de personnes derrière vous. On ne peut pas comparer soyons modestes. On ne peut pas comparer une action républicaine à un individu. Le peuple congolais, c'est un peuple mature. Vous m'avez reçu il y a quelques semaines ici. J'étais contre mon co-débatteur de l'époque qui avait dit que nous n'étions pas matures. Moi, je persiste et je signe. Nous sommes un peuple très mature. Nous savons prendre des bonnes décisions politiques pour la République à temps. Modestement, je veux dire, chaque fois que nous organisons nos actions, c'est nous qui limitons d'ailleurs le nombre des gens qui doivent nous accompagner. Si vous voulez avoir l'exemple d'une démonstration de la maturité des Congolais, cette semaine, vous aurez des nouvelles. Être mature pour vous, ça veut dire prendre conscience, être nombreux à une manifestation publique, à un meeting. Prendre conscience de la res publica. Nous avons atteint ces niveaux-là. Le peuple congolais a atteint une maturité de comprendre la République. Raison pour laquelle, nonobstant d'ailleurs que nous avons connu plusieurs guerres à l'Est et ailleurs, notre pays ne s'est jamais balkanisé parce que nous avons pris conscience de la res publica, de la chose publique qui est un bien commun pour tout Congolais, et tout Congolais doit se battre pour la République. Candidat député provincial à Kin, candidat gouverneur à l'Équateur, ça fait pas trop ça? Non, parce que l'Équateur reste en RDC, Kinshasa reste en RDC. Sans prétention aucune, j'ai toujours dit, je peux être candidat n'importe où. Parce que les problèmes des Congolais, quand on fait de la politique, ou quand on est un leader d'opinion, ou quand on s'intéresse à la chose publique, on doit s'imprégner du problème et du problématique dès les racines. Donc les problèmes que traverse un Congolais au Katanga, à Goma, en Bujima et à l'Équateur, c'est pratiquement les mêmes problèmes. Je pouvais être candidat gouverneur dans le Katanga ou province orientale, même dans les Bas-Congo. C'est juste que... À l'Équateur, parce que vous en êtes originaire. Non, oui, je suis originaire de la RDC. De l'Équateur, précisément. Non, on ne peut pas nier ses racines, ce sont mes racines. Je suis un républicain qui ne nie pas ses racines. Et pourquoi n'avoir pas été candidat au Katanga, par exemple, alors? Bon, les jours où les calendriers étaient donnés, comme je suis très respectueux des calendriers, nous avons appris que c'était les vendredis. Mais les problèmes de la RDC et du côté du nord, donc de l'Équateur, c'est un terrain que je maîtrise beaucoup des tenants et certains aboutissants. Raison pour laquelle, même dans mon plan de gouvernance, si je suis élu, j'ai énuméré certaines priorités pour faire avancer la République de ces côtés de l'Équateur. Est-ce que le Congolais est suffisamment préparé et prêt à voter pour un gouverneur non originaire de sa présence? Je pense que oui. Franchement parlant. Absolument. J'ai martèle encore et je vais me répéter. Nous sommes un peuple qui a acquis une maturité que certains ignorent. Raison pour laquelle, si les prochaines élections, par exemple, même provinciales, ici, sont transparentes, vous aurez beaucoup de surprises. Avec l'esprit mature et qu'a acquis notre peuple, je pense que les peuples congolais voteront beaucoup plus utiles, voteront beaucoup plus des programmes que des personnes ou des origines. Pour l'instant, on en est à un vote très sociologique. On vote pour un candidat parce qu'il est de son village, parce qu'il est de son ethnie, hein, et pas pour son programme. Non, je ne pense pas. Je redis encore, nous sommes un peuple qui a traversé. Jusqu'à présent, on en est encore à ce stade. Non, vous verrez, les prochaines élections provinciales, si elles sont transparentes. Je ne dis pas que toutes les élections ont toujours été libres ici en RDC, mais je parle de la transparence des élections. Si les élections sont transparentes, vous verrez des surprises. Peut-être pour la capitale Kinshasa, qui est une mégalopole où on trouve toutes les ethnies, toutes les 400 ethnies représentées. Il y a différentes ethnies qui sont candidats un peu partout ailleurs, c'est différent. Mais dans le Congo profond, ce serait une première. Non.
M. Condé Villa Kikanda, il est du Bas-Congo, il a ses racines dans le Bas-Congo, mais il est député élu du Kivu. C'est pas ça l'essence de maturité d'un peuple? Les exceptions qui confirment la règle? Non, c'est l'essence de maturité. Un autre exemple, à part Condé Villa Kikanda? Pour l'instant, on en est à son exemple. Si d'autres personnes étaient peut-être candidats ailleurs que dans leurs racines originaires, peut-être qu'ils seraient élus. Ils n'ont pas tenté, donc on ne peut pas se prononcer pour quelque chose qui n'a pas été tenté. Je me suis appuyé sur quelque chose de palpable. Mais ce Condé Villa Kikanda a été candidat dans le Kivu et était élu. Très populaire d'ailleurs là-bas, dit-on. Le mouvement pour le Congo s'est fait des alliés à l'approche de ces grandes échéances où vous faites cavalier solitaire. On ne peut pas être seul, rien que par la configuration du monde, dans la mondialisation. Nous sommes des grands ensembles où nous devons coopérer, cohabiter avec d'autres. Donc nous sommes une association d'obédience libérale. Nous aurons naturellement des alliés libéraux. Concrètement, qui? Il y a plusieurs mouvements libéraux. Avez-vous déjà frappé à des portes? Où vous a-t-on contacté pour des alliances? Non, nous échangeons avec certains amis libéraux, même informellement. Nous échangeons. Pour l'instant, nous ne serons pas là pour dire avec qui nous échangeons, même informellement. Mais au moment opportun, vous saurez avec qui nous avons développé une certaine vision commune pour le bien de la République. Alors, parmi les questions qui agitent le débat public, il y a la suspension d'Adolphe Muzito au sein même de son parti. Selon certains analystes, il fait les frais de ces tribunes qui embarrassent la majorité. Votre réaction? Bon, je ne serai pas là pour commenter la suspension d'un parti politique qui suspend un membre de sa direction. Donc, s'il a été suspendu, peut-être que les Palous avaient ses raisons pour les suspendre. Bon, je ne sais pas si c'est lié à ces tribunes. Bon, moi, je serai à la place de M. Muzito. C'est une réflexion à haute voix. Je n'écrirai pas beaucoup de tribunes parce que sa gestion de la primature n'était pas non plus glorieuse. Ça veut dire? N'était pas glorieuse. Donc, j'essaierai, lui, je vais me taire. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas été aussi bon que ça à la primature? Depuis qu'il est parti, nous avons eu, je prends un exemple concret, l'augmentation du budget, que lui n'a pas su faire. C'est un exemple concret. Je vais me taire. Mais il est libre, c'est un citoyen qui est libre. Bon. Maintenant, c'est la suspension, l'engage que lui et son parti. J'espère qu'ils vont s'en sortir, ils vont dépasser ces caps. Après sa suspension, il a quand même sorti une tribune, la 7e, nouvelle province des Mornais. Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Non, c'est parce qu'il ne comprend pas les Congos. Ça, c'est mon opinion. Quand certains disent que les nouvelles provinces d'autres sont plus avantageuses que les autres, moi je dis non, ça c'est mal connaître les Congos. Aucune des provinces congolaises n'est pas démunie. Nous avons tous les atouts pour que nous puissions nous en sortir. Moi j'estime d'ailleurs que la mise en application des 26 provinces, c'est une bonne chose pour permettre aux nouveaux gouverneurs de bien gérer les parties de la République qui leur seront confiées. Tout ça, c'est pour le bien de la République. Moi, je pense que je suggérerais, c'est une suggestion, que M. Adolphe Muzito plus s'imprégner du problème à la racine. À la racine. Il fait allusion à cette implantation qui est très difficile, manque d'infrastructures, manque de fonds d'investissement, de fonds de rémunération. Non. Il faut pour le nouveau gouverneur de l'imagination, parce que les atouts sont là. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faudrait qu'il s'imprègne de la situation de la RDC avant de parler de la RDC. Il nous faut de l'imagination. Nous avons tous les atouts. Ce n'est pas pour dénigrer les autres pays africains. Nous sommes la RDC, nous ne sommes pas les Mali, nous ne sommes pas la Guinée, nous sommes la RDC. Nous sommes un pays avec les atouts. Et le premier atout d'ailleurs d'un pays, c'est la population. Nous avons une population jeune, beaucoup d'imagination, un plan bien conçu, à court, à long et à moyen terme. Nous remettrons notre pays en marche. Peut-être une parenthèse, nous ne sommes pas à cause d'imagination, mais nous n'attirons pas les investissements pour autant. Une étude sortie hier ou ce matin a révélé que l'Afrique du Sud est en tête
des pays africains susceptibles d'attirer les investissements, suivis par, je ne sais pas, quel d'autres pays, mais il y a le Nigeria, le Rwanda, et nous sommes très loin derrière. Oui, nous sommes un pays en post-conflit, même si certains pensent que nous avons trouvé une très grande stabilité. Moi, je dirais non, nous sommes un pays post-conflit. C'est normal qu'il y ait une sorte de réticence vis-à-vis de certains gros investisseurs, mais dès que nous allons restabiliser notre pays, nous sommes un pays qui a beaucoup de potentialité, nous remonterons la côte. Moi, je ne suis pas inquiet. On parle de plus en plus de transition dans certains milieux. Oui. Et le premier à en avoir parlé, c'est Nemanda Nsemi, le gourou du Bundu Dia Congo. Qu'est-ce que vous aviez eu à dire à l'époque où il avait parlé de ça? Même si c'est revenu sur le tapis, il était il y a 2 jours dans le Bas-Congo et il est revenu sur cette idée de transition de 3 ans. Vous avez suivi, c'est que les messieurs, comment ils s'appellent, Cheikh de Boko Haram a dit il y a quelques jours. À quel sujet? Au sujet du Boko Haram. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Si on doit parler de la République, on doit parler des choses plus sérieuses. Nemanda Nsemi, c'est pas n'importe qui, c'est un leader dans le Bas-Congo. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un mouvement politico-religieux et culturel. Donc quand on est politique, religieux et culturel, c'est qu'on est dans la confusion pour soi-même. Donc ici, on parle de la République. Il ne compte pas pour du beurre. Hein. Il est pris en compte dans certaines rencontres, certains milieux. Depuis qu'il avait dit ça, il est devenu copain avec tout le monde au sein de la majorité. Oui, heureusement, vous parlez des milieux. Vous voyez la connotation du milieu? Où voulez-vous en venir? Les milieux ont une connotation. Nous, on parle de la République. Donc, chez les Républicains, il n'est pas pris au sérieux. Alors, c'est son idée de transition que vous ne prenez pas au sérieux. Oui. C'est son idée de transition qui vous fait rigoler ou c'est son profil que vous contestez? On ne peut pas parler. Déjà, un mouvement politico-religieux, ce sont des nébuleux. On ne peut pas déjà tenir compte de certaines nébuleuses. Et une idée de transition, pourquoi? Nous avons les institutions qui sont là, bon gré mal gré. Nous avons un calendrier bien établi. Je serai à sa place, qui se concentre pour les élections futures. Je voulais parler de pourquoi nous irons en transition. Puisque nous avons les textes de la République qui sont là. Parler d'une idée de transition, c'est d'ailleurs insulter la République. Raison pour laquelle j'ai dit, il ne faut pas qu'on prenne au sérieux quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est dégradant et désobligeant de dire ça de quelqu'un ici même sur ce plateau. Non, c'est pas dégradant et désobligeant. De dire de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Non, vous savez... Quand j'étais étudiant, quand j'étais étudiant à Londres, j'avais exposé sur Ben Laden. Peut-être qu'on ne m'avait pas pris au sérieux. Je vous parle d'une histoire des années 90. 90 et quelques. Peut-être qu'on ne m'avait pas pris au sérieux. Peut-être qu'aujourd'hui on me prend au sérieux. Je ne sais pas. Mais moi je trouve que ce n'est pas sérieux. Nous avons un pays qui a traversé beaucoup de conflits. Nous avons un pays qui a traversé beaucoup l'esprit des doutes. C'est un moment où, si en tant que leader d'opinion ou leader politique, nous devons rassurer nos populations. C'est une population qui est inquiète. C'est à nous de les rassurer. Parler d'une transition, sur quelle base? C'est inquiétant pour le peuple. Moi, une transition au cas où, personnellement, les élections ne s'organisaient pas en temps voulu. Non, la Constitution, en raison du budget. Non, la Constitution a tout prévu. La Constitution a tout prévu. Moi, je me permettrais de demander à Nemanda Nsemi de relire la Constitution. C'est tout ce que je peux lui demander. De relire la Constitution. Parce que la Constitution a tout prévu. La Constitution prévoit une transition. Moi, en tant que républicain, je ne peux me baser que sur les textes. Mais puisque le calendrier global est là, pourquoi on doit parler d'une transition? Les élections n'auront lieu que l'année prochaine. Nous sommes à plus d'une année d'élections. Les provinciales et les locales, c'est cette année? Oui, en octobre. Les provinciales, en octobre. Un calendrier jugé irréaliste et trop serré par beaucoup d'opposants et même des personnalités de la majorité. Mais c'est un calendrier qui nous a été donné par la CENI, qui est indépendante. Dans la CENI même, au sein de la CENI, il y a l'opposition. Je pense que celui qui remplace M. Malo Malo,
Actuellement, il est de l'opposition, il est issu de l'opposition. Dans la CENI même, il y a les opposants, il y a l'opposition. La CENI n'est pas une machine pour une majorité ou pour une opposition. Je pense qu'ils ont, pas que je pense, ils ont tous été ensemble pour composer la CENI. Ceux des nôtres qui ne sont pas d'accord de la façon dont la République est gérée, qui ne veulent pas ou qui doutent du calendrier, qui fassent démissionner leurs membres qui sont dans la CENI. Je l'ai déjà évoqué ici et je le répète. Vous êtes anti-transition, anti-dialogue également? Je n'ai jamais été anti. Raison pour laquelle je n'ai jamais été opposant, nonobstant que je ne sois pas d'accord de la façon dont le pays est gouverné depuis 17 mai 1997. Et anti-dialogue, non. Vous m'avez reçu ici au mois de février, après les émeutes qu'a connu le pays en janvier. Et sans prétention aucune, vous pouvez revoir les images. J'avais parlé déjà d'un dialogue. Il fallait qu'il y ait ouverture d'un dialogue. J'avais suggéré que nous puissions échanger. À chaque fois que l'opportunité d'échanger entre nous nous est offerte, nous ne devons jamais rejeter. C'est déjà à l'époque où l'UDPS avait sorti sa feuille de route en prévision du dialogue, justement. Moi, je parle de février. La feuille de route de l'UDPS a été publiée en février. Moi, je parle du mois de février, dès que je suis retourné au pays après les émeutes. Nous irons dialoguer, mais pas pour une transition. On va juste, moi j'estime que nous devons échanger pour apaiser les esprits. Parce qu'il y a beaucoup de ressentiments dans le pays. Si nous ne dialoguons pas entre nous, si nous n'évoquons pas les problèmes de la République entre nous, on doit tenir compte de tout le monde, même des Nembonacé, mais on doit tenir compte de ce qu'il dit. Oui, et ne pas le prendre. Et analyser. Ne pas le prendre pour un politique pour rire. Parce qu'à vos yeux, c'est un gars pour rire. Un gars qui fait rire. Je n'ai jamais dit ça. Si. J'ai dit que c'était pas sérieux. Littéralement. Bon, on ne peut pas interpréter les dires des autres. Bon, moi, je ne serai pas là pour interpréter ce que vous me dites. On va terminer par ces dossiers d'enfants adoptés interdits de sortie du pays depuis 2013. Que dites-vous de ça? C'est la République et la justice qui décident. L'adoption, c'est tout un acheminement. Je ne peux pas être contre les décisions prises par mon pays. Selon les autorités, c'est pour les protéger éventuellement contre des maltraitances et contre des parents homosexuels. Bon, je ne sais pas, mais c'est une décision prise par les autorités du pays. Et j'espère que cela est avantageux pour la République. Alors que quand vous faites des descentes sur terrain dans votre fief, en Ngaliema, éventuellement à l'Équateur, vous dites quoi au peuple citoyen, comme vous l'appelez, pour les convaincre d'adhérer à votre mouvement, de vous suivre? Bon, les peuples citoyens savent que nous prenons la justice. La justice, c'est les socles de la République. On ne peut pas construire une République pérenne sans la justice. C'est notre cheval de bataille. Et j'estime que le peuple, comme je venais de dire d'ailleurs, a acquis une certaine maturité pour comprendre certains textes et leur position dans la République. Et dans les prochains jours, on vous verra où? C'est-à-dire? Dans les meetings, des réunions politiques? Non, nous continuons. Dans les prochains jours, nous irons à Ngaliema. Nous irons à Ngaliema pour continuer nos rencontres républicaines et citoyennes. Nous continuons d'inculquer les valeurs républicaines et citoyennes à nos peuples. Bon, il n'y a pas que les peuples citoyens qui viennent dans nos rencontres. Il y a certains membres d'autres obédiences politiques qui viennent, qui s'harmonisent avec nous pour le bien de la République. Nous ne devons jamais cesser de, en guillemets, prêcher la République, la citoyenneté à nos compatriotes. C'est une garantie de la stabilité et de la pérennisation de l'État. Parce que dans la République, que ce soit ceux qui gouvernent ou ceux qui ne gouvernent pas, nous sommes tous dans la République. Raison pour laquelle nous devons continuer d'inculquer à nos compatriotes les valeurs républicaines et civiques.
Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois par SMS, par les appels de ceux qui vous ont suivi sur ce même plateau, par vos co-débatteurs, qui vous reprochent d'être, ce sont leurs termes, arrogants, insolents et suffisants. Vous répondez quoi? Bon, je ne sais pas. Vous savez, on n'est pas là pour juger quelqu'un ou porter des jugements sur la façon dont s'exprime l'un ou l'autre. Mais ça compte aussi dans la communication, surtout quand on veut se rapprocher du peuple, quand on veut avoir du voix. Non, moi je suis quelqu'un qui assume. J'assume tout ce qu'on dit sur moi. Les plus grands problèmes est que peut-être que ceux qui estiment que je suis comme vous venez de me décrire ont un jugement erroné de moi. Raison pour laquelle je respecte les libres arbitres d'un chacun. Avec beaucoup d'humilité. Je respecte leur libre arbitre. Mais, personnellement, je vais leur dire, s'ils me suivent, je pense que c'est un jugement erroné que vous avez de moi. Vous êtes plutôt quelqu'un de... Vous décrivez comment vous-même? Ou je ne serai pas là pour... C'est très difficile de parler de soi. Et c'est très embarrassant d'ailleurs de parler de soi. Mais si je dois me décrire... je n'ai que des défauts, moi. Je dois me décrire. Raison pour laquelle... Mais encore? Tous les jours de ma vie, je cherche à m'améliorer, à tailler ma pierre. Là, vous ironisez, là? Non. Je n'ironise rien du tout. C'est juste que chaque expérience de notre vie, chaque moment de notre vie, chaque circonstance de notre vie influence nos comportements, influence peut-être notre façon de voir les choses. Donc moi j'estime que nos amis qui me suivent, qui ont porté ces jugements sur moi, peut-être qu'ils ne sont pas dans les faux, mais j'estime qu'ils sont peut-être dans l'erreur. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le troisième mandat. Il y a Kinké Mulumba qui est passé sur les médias européens pour se prononcer pour un troisième mandat de Joseph Kabila. Lambert Mende a expliqué qu'il s'agissait d'un point de vue pas du tout officiel de la majorité présidentielle. On termine par là. Bon, lorsque le président de la République de ces pays a accédé au pouvoir, le même monsieur le ministre qui parle de troisième mandat, j'ai suivi sur, je ne sais pas si je dois citer les médias, pour être plus précis, sur Africa 24. Je n'ai rien contre. Sur Africa 24, j'ai suivi monsieur le ministre, qui a dit que la seule personne capable, tout ça, c'était le président de la République. Bon, c'est selon lui. On ne va pas lui refuser la liberté de penser. Comme disait, je pense, Voltaire, même si je ne suis pas d'accord sur ce qu'il dit, je me battrai pour qu'il s'exprime. Comme en 2001, quand le président de la République actuelle avait pris le pouvoir, le même ministre qui dit aujourd'hui qu'il est le seul, l'avait traité d'incapable. Je lui ai laissé aussi s'exprimer. Comme en 2001. Il faut respecter son opinion. Il peut changer, non, les temps 2001 jusqu'à présent, donc il a pris le temps de changer. On respecte son opinion de 2001 quand il disait que le président de la République actuelle était incapable. Comme je respecte son opinion, comme il dit que c'est les seuls capables, donc il a évolué, il faut respecter son opinion. Et votre opinion personnelle? Personne n'est inchangeable. Le maréchal Mobutu est mort. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Laurent Désiré Kabila est parti. Le président Joseph Kabila est là. Demain, le président Joseph Kabila ne sera pas là. Il y aura un autre président qui sera là. Peut-être vous, peut-être moi, peut-être un autre citoyen. Après 2016. Mais nous ne sommes pas encore aux élections de 2016. Moi, je suis très respectueux des textes, donc je ne me prononcerai pas sur quelque chose qui n'est pas palpable. Nous avons les textes de la République qui sont là. Laissons les gouvernements en place qui a la majorité de diriger. Ceux qui ne sont pas d'accord de s'opposer et de proposer, on ne peut pas s'opposer seulement sans proposer. Lorsqu'on s'oppose, on doit proposer. 2016, nous sommes qu'en 2015. Nous devons le laisser travailler.
Merci Tony Bolamba d'avoir été mon invité dans Débriefing, président du MOCO, le Mouvement pour le Congo, candidat député provincial ici à Kinshasa, commune de Ngaliema, candidat gouverneur à l'Équateur, membre fondateur du défunt RMP, le parti de Manda Mobutu, membre du défunt MPA, le Mouvement populaire de la Révolution. RNP est toujours là, MPR est toujours là. Ah, ils ne sont pas actifs, mais ils sont là. Ah oui. On n'entend plus parler. J'ai du mal à croire qu'ils sont répertoriés parmi les 400 partis politiques. Bon, il n'y a pas eu d'acte de dissolution. Donc, vu qu'ils ont encore les statuts, donc ils existent. Je sais qu'il y a eu un moment le MPRP privé avec Catherine Sozua-Bumbu. Oui, et il y avait l'autre avec le professeur Vunda, oui. Qui sont les membres du MPR, Maman Zouzi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Comme le professeur Vunda, qui est maintenant au Conseil constitutionnel, pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce débriefing. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. C'est moi qui vous remercie.